le malheur d'avoir une mauvaise veine. Et demain, Bonsoir, bonsoir, partagez la vidéo parce que ce soir on va dire beaucoup de choses. Je vous aime tous, hein? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez là, ça ne coûte pas hein, d'argent. Il suffit de cliquer sur partage et puis c'est déjà partagé. Nous allons parler du vrai problème de la Côte d'Ivoire. La source même de la rébellion. On va parler de ça. Donc, soyez branchés. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour jouer. Voilà. Je dis, vous pouvez Boigny et sa famille sont à la base de la rébellion de 2002. Et les BT sont les premiers rebelles de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et sa bande ont mis de l'huile sur le feu. Et nous allons poursuivre. Donc, connectez-vous massivement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et du temps va. le temps de la famille, on est plus tard. Tu ne peux pas, tu vas déjà voler. Quand pour tout le monde, on va à l'hôpital, vous devez reculer. La seule personne qui fait le c'est Madame Bonnet. Bon, la petite Awa, la Samarie, avant de l'oublier, tout se crée, on commence à sourire à la fin de Awa. Oh, Dieu qui fait, donc pour la raison, chien devenu mouton, Georges Bailly. Et connectez-vous complet tout terrain. Et faut pas maltraiter pour t'arriver. Faut jamais le maltraiter. C'est ce qui deviendra. Bloco. Connectez-vous, partagez la vidéo, ça ne coûte rien. Hein. Voilà, il vous suffit de cliquer sur partage et puis c'est fini. Hein. Voilà, là. Bon, nous allons commencer tout de suite dans 12 secondes. 12 secondes s'il vous plaît. On commence 12 secondes s'il vous plaît. Bon, je pense que nous allons débuter la vidéo. Je vais diminuer la musique. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable Djadja complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, chers parents ivoiriens, chers parents africains, nous voilà. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien. Voilà, gouverneur italien ou bien docteur Mondone. Alors, nous voilà à nouveau pour parler de la situation qui préoccupe autant les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Et cette situation, c'est quoi? C'est cette histoire de rébellion qui a dégénéré et aujourd'hui, les Ivoiriens, d'autres sont, on est divisés en fait. Voilà, à cause de cette histoire de rébellion. Mais pour parler de la rébellion, il faut aller en profondeur de la chose. À cause de ça, moi, j'aime toujours parler de la grille de lecture. Parce qu'il faut chercher à comprendre ce qui se cache derrière la rébellion. Qu'est-ce qui a provoqué cette rébellion en 99, en 2002? Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Mais la rébellion a été provoquée par Félix Houphouët-Boigny et sa famille. Mais avant d'attaquer Félix Houphouët-Boigny et sa famille, nous allons nous apprendre ce soir au BT. Quand on parle de la rébellion en Côte d'Ivoire, le peuple BT et l'ethnie BT, cette ethnie BT a été la première ethnie à se rebeller sur le territoire ivoirien.
Voilà. Cette ethnie a été la première rébellion de notre pays. Les Krabwe-Nyagbe qui voulaient indépendance de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont créé la première rébellion en 1970, si j'ai une bonne mémoire, s'il vous plaît. Et si la date n'est pas juste, vous pouvez m'interrompre immédiatement pour que je puisse rectifier les dates. Voilà. Donc en 1970, Krabwe-Nyagbe, le premier BT de l'histoire de la Côte d'Ivoire, se rébella contre la République de feu Félix Houphouët-Boigny à son temps. Alors cette rébellion causa au moins une perte de vie humaine qui faisait au moins 4000 personnes. Ce que nous avons vu là, c'était rien. La première rébellion a causé la mort de 4000 personnes. Mais ce que nous avons connu en 2010 et tout ça là, en 2011, ça a causé au moins 3000 personnes. Donc 1000 personnes de plus. Maintenant, si on veut bien calculer même la première rébellion de 1970, partait même au-delà de 4000 personnes. Mais les BT avaient créé cette rébellion. Donc depuis que cette rébellion a été créée, ou bien avait été créée sur le territoire ivoirien, mes frères, les Ivoiriens sont divisés. Depuis 1970, les Ivoiriens détestaient les gens du centre, les gens de l'ouest. Entre eux et les gens du centre, ainsi que les gens du nord, le courant ne passait pas tellement. Mais ils cohabitaient quand même. Et les vieux des gens de l'ouest, mais eux, ils avaient toujours la haine dans leur cœur. D'autres expliquaient l'histoire à leurs enfants. Voilà, ceux qui n'avaient pas vécu les moments difficiles et tout ça. Alors, donc, il y a eu des cœurs brisés depuis 1970. Et la nouvelle génération a connu l'histoire. Et donc, ça fait que les gens, ils avaient toujours la haine contre les nordistes et les gens du sud. Non, les gens du centre. C'est ainsi que M. Félix Houphouët-Boigny, au lieu de réconcilier les Ivoiriens, il a failli à son devoir. Félix Houphouët-Boigny n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens et il est mort. Donc, cette division était là. Houphouët-Boigny n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens, il est mort. Donc, encore, la haine s'agrandissait. Ça devenait un aspect au fond des cœurs des gens. Malheureusement, le fils adoptif de feu Félix Houphouët-Boigny, qui est Henri Konan Bédié, il prend le pouvoir pour augmenter encore cette rancœur, pour augmenter encore cette division. Monsieur Henri Konan Bédié, il crée un mot qui va soulever encore la colère de tous les Ivoiriens, l'ivoirité. L'ivoirité, et comme les gens de l'Ouest, eux, c'était leur vision auparavant. Eux, c'était la vision de faire, de créer l'indépendance de l'Ouest de la Côte d'Ivoire sous la République de feu Félix Houphouët-Boigny. Donc voilà comment les gens de l'Ouest, ils s'encaparent du mot appelé l'ivoirité. Automatiquement, ils voient tous ceux qui viennent hors des frontières ivoiriennes, ils les considèrent maintenant comme des étrangers. Ils leur demandent de repartir dans leur pays. Voilà où l'histoire d'ivoirité a quitté. Maintenant, les gens de l'Ouest, ils ont chargé ça. Or, ce sont les gens du centre qui avaient créé ce mot ivoirité. Mais les gens du centre, ils ne se sont pas encaparés. Ça totalement. Ce sont les gens de l'Ouest qui ont chargé ce fardeau pour dire, oui, tous ceux qui sont étrangers, burkinabés, maliens, rentrez dans vos pays. On n'a rien à foutre avec vous. Alors, ça a commencé à dégénérer. Et cette histoire d'ivoirité a provoqué une fissure au sein des hommes politiques en Côte d'Ivoire. D'abord, Alassane, il fuit, il quitte le pays parce que voilà un mandat d'arrêt venant de la famille de feu Félix Houphouët-Boigny. Or, ce mandat avait été lancé à son temps par Henri Konan Bédié contre le candidat des nordistes. Voilà comment ça crée la colère. La colère augmente. Donc, chez les gens du Nord et chez eux, donc les gens de l'Ouest et les gens du Centre font maintenant coalition pour nous traquer dans le pays là. Si c'est ça, on va prendre nos responsabilités. Voilà comment ils ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc c'est depuis l'histoire d'ivoirité, quand Alassane a fui, c'est là IB, lui il était aux États-Unis. Il a décidé de faire une rébellion.
Donc la rébellion était en cours. Malheureusement, ce même Bédié, il tombe en 99. Mais c'est cette rébellion qui l'a fait tomber. La rébellion d'Ibé a fait tomber M. Henri Konan Bédié parce que la haine était maintenant dans leur cœur. Eux, ils se disaient qu'ils voyaient Bédié mal parce qu'ils disaient que Bédié a maintenant acquéri la mentalité des gens de l'Ouest. Il faut faire chuter son pouvoir. Voilà comment ils font chuter le pouvoir d'Henri Konan Bédié en 99. Gueye vient, un homme de l'Ouest encore, il vient. Gbagbo vient, un homme de l'Ouest encore qui vient. Donc les deux hommes politiques de l'Ouest, c'est eux qui contrôlent maintenant le pays. Alors les nordistes et les gens du centre, ils ont compris le plus tôt possible pour dire, ah, ceux-là, c'est pas aujourd'hui, ils ont commencé à chercher l'indépendance. Maintenant, ils contrôlent le pays là. Si on ne s'organise pas pour les buter du pouvoir, nous sommes en danger. Voilà comment, histoire de faire renverser le pouvoir de Gbagbo, commence à se préparer. Voilà comment Ibé débarque au Burkina et il commence à chercher des alliés pour l'aider à chasser Gbagbo avant qu'il ne soit trop tard. Parce que laisser Laurent Gbagbo et Gueye Robert aux affaires, ça va devenir très grave pour les nordistes parce que c'est ce qu'ils se sont mis dans la tête. Les gens du centre, ils se sont mis dans la tête que si Gbagbo et Gueye contrôlent le pays, c'est un danger. Voilà Gueye qui écarte Alassane Ouattara et Bédié en 2000, élection présidentielle de 2000. Ils ont dit voilà, ce qu'on disait, c'est ça qui arrive. Ils ont commencé à faire coalition pour écarter les gens du centre et de l'ouest, et du nord. Parce que Oufoué les avait matés. En 70, il y avait eu 4000 morts. Donc ils veulent prendre leur vengeance. Il ne faut pas, on va leur donner l'occasion de vengeance sur le peuple du centre et le peuple du nord. Voilà comment Ouattara et Bédié, ils commencent à faire une coalition. Ce n'est pas lors des élections présidentielles que Ouattara et Bédié ont fait une coalition. Non, c'est depuis 2000. Depuis 2000, quand Gbagbo a pris le pouvoir, ils ont commencé à faire la coalition. Et ils ont fait une coalition pour créer cette rébellion appelée MPIGO. MPCI et MJP, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Ils ont créé des groupes de rebelles pour attaquer le pouvoir de Gbagbo. Du 9 septembre 2002. Les gens commencent à mourir. La première attaque, voilà ça. Parce que chez eux, il fallait chasser les gens de l'Ouest. Parce que ceux-là, s'ils duraient au pouvoir, laisser gouverner les gens de l'Ouest, c'était un danger pour eux. Voilà comment ils ont vu. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas les laisser gouverner le pays. Voilà comment ils ont commencé à les attaquer. Voilà comment ils ont commencé à les attaquer. Et les attaques ont progressé. Mais Laurent Gbagbo, parce qu'il a été aussi naïf, il a mis de l'huile aussi le feu. Pourquoi Laurent Gbagbo, dans cette histoire, il a été très naïf? Sa bande a été naïve. Pourquoi Laurent Gbagbo et son clan ont été tous des naïfs, des vendrouillards, des broussards? Et je vais vous expliquer. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Pourquoi je le dis? Parce que Laurent Gbagbo et sa bande ont utilisé Charles, le général Charles Blé Goudé, et M. Soro Guiwapori Guillaume, lorsqu'ils étaient encore à la FCI, pour s'opposer à Feu Félix Houphouët-Boigny et aussi s'opposer à Henri Konan Bédié. Lorsque ces deux régnaient sur le pays, Laurent Gbagbo utilisait Soro Guiwapori Guillaume, il utilisait Charles Blé Goudé pour combattre les différents pouvoirs de la même famille de Feu Félix Houphouët-Boigny. Ces jeunes ont combattu. Ils faisaient sortir tous les élèves de la Côte d'Ivoire pour combattre, pour faire front. Embêter le pouvoir de Feu Félix Houphouët-Boigny jusqu'à le vieux est mort dans l'histoire de trucs. Il a été traumatisé par Laurent Gbagbo et la FCI. Suite à ça, il n'a pas pu résister. Voilà, il a pris une maladie, il est mort en France. Et après, ils l'ont transféré en Côte d'Ivoire pour l'enterrer dans sa résidence qui se trouve à Yamoussoukro. Bédié vient encore. Laurent Gbagbo fait coalition avec les FCI dirigés par Blé et qui encore? Et Soro Guillaume. Laurent Gbagbo fait coalition avec, parce que Soro Guillaume était le secrétaire général de la FCI,
Blé Goudé était son adjoint. Voilà comment les deux enfants ont combattu du côté de Laurent Gbagbo. Il les a formés. Mais au moment où Laurent Gbagbo vient au pouvoir, il s'en débarrasse des enfants. Il s'en débarrasse des enfants, c'est-à-dire lui, il est venu aux affaires. Au lieu d'appeler ses deux enfants autour de lui, non, Laurent Gbagbo, il s'en fout. Et Soro Diom, il traînait en France ici. C'est-à-dire qu'il avait posé sa candidature pour devenir maire. Je sais pas si c'est député ou maire à Port-Boué. Il a été battu par une femme. Soro Diom étant désespéré, il a préféré venir à l'envoiture ici en France. Et étant en France, c'est ici il était en France. Parce que Laurent Gbagbo ne l'a pas appelé autour de lui. Il avait la haine maintenant contre Laurent Gbagbo. Voilà d'où la haine de Soro Diom est venue. Parce que Laurent Gbagbo l'a utilisé en tant que jeu, en tant que fessis. Il a fait le boulot de Laurent Gbagbo jusqu'à Laurent Gbagbo, il vient au pouvoir. Et puis les cadres, ils s'en foutent de lui. Voilà, ils s'en débarrassent. Ils n'appellent pas Soro. Et ceux qui n'étaient pas sur le terrain, ceux qui n'étaient pas actifs, c'est eux qui s'entourent. Laurent Gbagbo les prend et puis c'est eux qui mangent. Et Soro Diom, il était délaissé. Voilà comment le petit Guibafori Diom, il va se rebeller contre Gbagbo. Parce que les gens, ils ne savent pas l'histoire. Oui, Soro Diom était un élève de Gbagbo. C'est Gbagbo qui a formé Soro. Mais Gbagbo a fait comment? Et puis Soro s'est retourné contre lui. Pendant ce temps, Gbagbo, c'est Blé Goudé qui avait eu le bon cœur. Parce que Blé Goudé était en Angleterre. Il était aidé par Laurent Gbagbo, ses études. C'était financé par Laurent Gbagbo. Mais Soro Diom, Laurent Gbagbo l'a délaissé. Donc quand ils ont attaqué le pays, Blé Goudé a décidé de laisser ses études et rentrer pour soutenir Laurent Gbagbo. Mais Soro Diom, Laurent Gbagbo n'a pas fait appel à Soro Diom. Il a laissé Soro Diom. Oh, l'erreur du FPI, c'était ça. Si le FPI avait pris le courage d'appeler Diom Soro et Blé Goudé pour les mettre de leur côté, je pense que Laurent Gbagbo n'allait pas tomber. Son pouvoir n'allait pas chuter. Parce que le Nord, Diom Soro était connu. Il était populaire au Nord. Et quand il parlait, pendant qu'il était fessis, c'est un leader. Donc les gens du Nord, c'est-à-dire faire que si Laurent Gbagbo prenait Soro Diom, faire que c'est du coup la vie de frère, il allait maîtriser ça d'abord. Il allait avoir les soutiens qui allaient soutenir le FPI. Donc la rébellion même là allait souffrir depuis le Nord. Elle n'allait même pas avoir une très bonne base au Nord. Parce que le Nord allait être divisé entre eux. Parce qu'il allait avoir deux camps. Pro-Soro, pro-Alassane. Ou bien pro-Soro, pro-IB. Et là, ça n'allait pas marcher bien. Ça n'allait pas marcher bien. Mais Laurent Gbagbo a chassé Soro. Il a laissé Soro. Or, le petit souffre ici en France. Il n'avait même pas de documents. Il n'avait pas de papiers. Il n'avait même pas d'argent pour se financer et aller à l'école. Et par la chance, IB l'appelle pour dire viens. Mais voilà une bonne occasion. Voilà comment lui, Soro Diom, il saute sur l'occasion. Il rencontre IB au Burkina. Et quand il a croisé IB au Burkina, IB, c'est la première fois. Soro, il a contacté IB, ils ont parlé au téléphone et tout. Pour la première fois, c'est la deuxième fois, IB lui a demandé de venir. Comme c'est quelqu'un qui sait bien parler, il n'a qu'à venir parler. Quand les journalistes vont venir faire des interviews, il va répondre aux journalistes. Comme lui, IB, il est militaire, il va s'occuper des militaires. Voilà comment IB recrute Soro Diom et il met Soro Diom de son camp. Dans son camp plutôt. Voilà comment Soro Diom devient le porte-parole des rebelles, des forces nouvelles. Voilà comment. Donc Soro Diom, il avait maintenant une idée, il a goûté. Il a goûté. Donc, suite aux négociations, jusqu'à Laurent Gbagbo l'a nommé ministre. Lui, il sait que Laurent Gbagbo l'a nommé ministre, mais ce n'était pas avec bon cœur. Il lui fallait prendre les armes. Il lui fallait être du côté des rebelles pour avoir ce poste ministériel. Donc, lui, il mentait à Laurent Gbagbo. Il n'était plus là pour mener un combat de Laurent Gbagbo, mais il menait un combat de ceux qui l'avaient aidé à avoir ce poste. Et ceux qui l'ont aidé à avoir ce poste, ce sont les rebelles. Donc, Soro Diom, il est fidèle aux rebelles. Il n'a pas trahi les rebelles. Il a été fidèle. Parce qu'il a bataillé pour les rebelles. C'est grâce à eux qu'il a été nommé premier ennemi par Gbagbo. Donc, lui, il ne pouvait pas les trahir. Mais si Laurent Gbagbo avait eu cette idée, parce qu'il était entouré de voyous, des gens qui n'ont même pas la lecture des yeux. Ils étaient là pour de l'argent. Donc, ils ne voyaient pas, ils étaient ignorants. Des ignorants. Donc, pour eux, il fallait écarter les jeunes
ça c'est un pouvoir des vieux. Donc ils étaient tous des vieux, ils ne pensaient pas que la jeunesse allait faire quelque chose. Salut, l'histoire compris. Lui là vraiment c'est sujet. Non, mais je vous dis la vraie vérité. Et donc Soro Diom a bataillé pour mettre Alassane Ouattara, qui a reconnu aussi la rébellion, il l'a mis au pouvoir. Voilà, donc quand les membres du pays sont là, je leur demande d'éviter de couler les larmes de crocodile parce qu'ils sont des hypocrites aujourd'hui, ils sont hypocrites demain et ils resteront toujours hypocrites parce que c'est des gens qui ne sont pas reconnaissants. La preuve en est que même aujourd'hui, Blé Goudé qui a lutté pour eux, et quand ils font les sorties, ils critiquent Blé Goudé pour dire Blé Goudé est un traître, Blé Goudé ceci, Blé Goudé cela. Quand il partait au Ghana, il avait des valises d'argent et tout. Ce sont ces mêmes membres du pays. Et avec ça, vous voulez que les gens n'ont qu'à lutter pour eux. Mais non, ils ne sont pas reconnaissants. Ils vilipendent tous ceux qui les avaient aidés dans le passé. Ils les vilipendent aujourd'hui. Donc, le pays est un parti ingrat, un parti moribond, un parti qui n'est pas reconnaissant, un parti égoïste. Un parti vaurien, un parti rempli de bandes de menteuses, un parti qui ne fait que vociférer sans argument. Voilà ce que c'est que le FPI. Un parti qui n'apporte rien aux Ivoiriens, qui apporte seulement que la division aux Ivoiriens. Un parti qui ne fait que diviser les Ivoiriens. Un parti qui n'a aucun projet aucun projet politique. Un parti qui ne fait que prôner le nom d'un seul individu qui oublie le peuple ivoirien. Dites-moi aujourd'hui, le combat du pays c'est quoi? C'est Gbagbo. Si vous êtes honnête envers vous-même là, le combat du pays là, c'est quoi? C'est Gbagbo. Gbagbo ou rien, c'est tout ce que les membres du pays. Attraper un jeune du pays ou bien un cadre du pays, demandez à ces gens-là, ou bien demandez-le quelle est la vision politique du FPI. Si le FPI vient aux affaires, c'est quoi le FPI promet aux gens? Non, il faut laisser ça, il ne faut pas parler de ça. Gbagbo doit être libre. On doit libérer Gbagbo. Voilà tout ce qu'ils savent. Ils n'ont aucun projet politique. Et vous voulez que les gens soutiennent cela? Ils n'ont aucune vision. De nos jours, le monde avance. Le monde court avec vitesse. Les gens bâtissent leur pays. Les gens luttent. Chacun lutte pour l'émergence de ton pays, de son pays. Mais le pays lutte pour Gbagbo. Et non les Ivoiriens. Laurent Gbagbo n'a pas le monopole de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne peut pas représenter tous les Ivoiriens. Laurent Gbagbo est un individu au sein de l'État ivoirien. Donc, l'État ivoirien abrite plusieurs individus. Donc, on ne peut pas ignorer le reste de tous les individus et crier le nom d'un seul individu comme s'il était supérieur aux autres individus. Nous sommes égaux. Personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes des humains, on doit se respecter. Il y a beaucoup qui souffrent en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se foutre de leur gueule et avoir l'amour d'un seul individu. Laurent Gbagbo seul n'avait pas mené le combat. Laurent Gbagbo et la jeunesse ivoirienne ont ensemble mené le combat. Ils avaient ensemble mené. Quand c'était ce qui sortait, Laurent Gbagbo était dans sa résidence. C'est la jeunesse ivoirienne qui sortait. C'est la jeunesse ivoirienne qui accueillait les balles de l'armée française. C'est la jeunesse ivoirienne qu'ils ont battu devant l'hôtel Ivoire. Devant sur les deux ponts, Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle. Ce sont les Ivoiriens, ils ont battu. C'était pas Laurent Gbagbo, c'était pas les ministres de Gbagbo, c'était pas, je ne sais pas, les chefs, les généraux et les commandants de Laurent Gbagbo, mais c'était la population qui encaissait. C'est la population qui encaissait. Aujourd'hui, vous allez vilipender la population et crier le nom de Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo seul lui restait, c'est militaire. Je vous assure qu'en 2000, il n'allait pas prendre le pouvoir. Qui a mis Laurent Gbagbo au pouvoir? Mais ce sont les jeunes Ivoiriens, les patriotes qui ont fait front à l'armée de Gueye, qui ont fait front à tout ce qui bougeait. Et il y a eu des morts. Ces jeunes ont mis Laurent Gbagbo au pouvoir. Vous ne reconnaissez pas ces jeunes et vous criez comme si Laurent Gbagbo était au-dessus de tous. Il n'est pas au-dessus de tous. Nous sommes égaux tous. On doit reconnaître que nous sommes chers. Dans nos veines, c'est le sang qui coule. Nous avons le même cerveau. Nous raisonnons de la même façon.
Nous partons tous aux toilettes. Nous mangeons. On ne mange pas les oreilles, on mange avec la bouche. Chacun a des dents, chacun a une langue, chacun a un anus. Chacun a des oreilles, chacun a des yeux, chacun a des cheveux. Nous sommes humains, c'est ce qui nous rend humains. Nous avons un corps. Nous avons un corps, donc vous ne pouvez pas vilipender la jeunesse. Quels sont ceux qui sont morts dans la résidence de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011? Quels sont ceux qui sont morts? Mais je pense que c'est encore le peuple ivoirien. Ce peuple faisait quoi? Défendre Laurent Gbagbo. Ce peuple se donnait. Donc c'est ensemble les gens ont lutté. Laurent Gbagbo n'a pas lutté seul. Donc si ces mêmes personnes qui ont lutté hier ensemble avec Laurent Gbagbo, ils ont des problèmes, vous ne pouvez pas les ignorer et crier le nom de Laurent Gbagbo dans les oreilles des gens. S'il vous plaît, un peu de respect pour le peuple ivoirien. C'est ça qui m'énerve. Mes sorties que je fais dans ce temps-ci, c'est ça qui m'énerve. Parce que vous foutez des gens. Vous foutez du peuple ivoirien. Ceux qui sont en prison, leur famille souffre. Leur famille souffre de la manière. Vous aimez tant Laurent Gbagbo. C'est comme ça. Les différentes familles aiment aussi leurs enfants qui sont à la Maka. Leurs enfants qui sont morts. Leurs enfants qui sont portés disparus. C'est comme ça aussi les gens saignent. Ceux qui sont hors des frontières ivoiriennes, qui sont à l'étranger, qui ont demandé asile, qui sont dans les camps de réfugiés, qui n'arrivent même plus à mettre leurs enfants à l'école, qui n'arrivent même plus à manger à leur faim, qui ne savent même plus où dormir, qui sont bouffés par des moustiques, qui maigrissent, que les maladies tracassent là où ils dorment. Ils ont mal au fond de leur cœur, mais vous n'avez rien à foutre. Vous agacez les gens avec le nom de Laurent Gbagbo. Vous agacez les gens avec le nom de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il est qui en Côte d'Ivoire? C'est un citoyen. Il a été citoyen avant d'être président. C'est le nom président qui le rend un peu grand. Sinon, avant d'être président, il a été comme tout le monde, mes frères. Et Laurent Gbagbo, lui seul, ne pouvait pas venir au pouvoir. Il fallait que des gens l'accompagnent. Et tous ceux qui l'ont accompagné, vous les vilipendez, vous les ignorez. Et Laurent Gbagbo, il est le seul dont vous parlez. Matin, midi, soir, Gbagbo. Comme si Gbagbo, c'est lui seul qui avait mené le combat. Respectez les gens. Et quand ceux qui étaient avec vous, que vous ignorez aujourd'hui, s'ils changent de camp, vous criez pour dire, oh, ils ont trahi. Mais est-ce que pendant qu'ils étaient vous les aviez reconnus? Non. Vous les avez toujours ignorés. C'est Gbagbo. Donc, sachez une chose, que dans la vie d'un être humain, il y a aussi les sentiments. Je ne peux pas mener une lutte avec toi pendant longtemps et c'est toi seulement on reconnaît et moi on me vilipende. À un moment donné, je peux aller là où on peut me reconnaître. Et c'est comme ça les membres du pays désertent. Parce que vous n'avez rien à foutre avec eux. Afi a lutté hier jusqu'à pour Gbagbo aujourd'hui. Vous le traitez de traite. Blé Goudé a lutté hier pour Gbagbo. Aujourd'hui, il est traité de quoi? Il est traité de traite. Soro Diom avait bataillé hier pour Laurent Gbagbo contre vous et Bédier. Quand vous avez pris le pouvoir, vous avez fait quoi? Vous avez chassé Diom Soro. Et vous êtes surpris que ce dernier il se rebelle contre vous. Mais c'est ça. À quoi ça? Il faut savoir faire la politique. Laissez vos émotions. Qui a formé Diom Soro? C'est Gbagbo. Pourquoi Gbagbo l'a laissé? Parce que les proches de Gbagbo ont dit il faut laisser les petits là. Ils vont faire quoi? On n'a rien à foutre avec eux. Laisse-les, il ne faut pas gâter ton nom. Et il s'est entouré des vieux. Mais les petits, ils sont frais. Ils sont jeunes. Et ils ont des partisans quand même. Ils ont des gens qui les soutiennent. Mais Gbagbo a été surpris, lui et son équipe. Quand ils ont vu la masse populaire de Diom Soro, ils étaient étonnés. Ils n'avaient pas imaginé que Soro Diom allait diriger tout un tas d'individus. Ils n'avaient pas imaginé cela. C'est quand ils ont vu ça, c'est ça qui les a permis à nommer Soro Diom comme Premier ministre. Or, si Soro Diom était de leur côté, ces individus-là, ils allaient être derrière Laurent Gbagbo. Alassane n'allait pas gagner gain de cause. Ibé n'allait pas gagner gain de cause. Parce que quand Ibé allait commencer la rébellion, Soro Diom allait sortir pour parler à ses frères nordistes parce qu'il est beaucoup écouté là-bas. D'autres allaient déserter pour venir du côté de Laurent Gbagbo. Et d'autres allaient rester derrière Ibé. Et le Nord allait avoir du mal à former son siège de rebelle. De rébellion plutôt. Voilà la réalité. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous n'êtes pas des stratèges. Et vous voulez faire la politique.
Pardon, arrête. Voilà, ok, merci Maître Bailly. Donc vous comprenez, Laurent Gbagbo a failli à son devoir. Et c'est comme ça les membres du FPI sont. Tu vas beau lutter pour eux, beau lutter. Même ils n'ont qu'à te blesser. Il faut perdre des gens dans leur lutte. Une fois qu'ils sont aux affaires, ils te chassent. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Les Konaté navigués, comment ils n'ont pas fait? Mais ils sont là chasser ces petits-là. Quand ces petits vont quitter derrière eux pour se rallier à d'autres, pour faire rébellion contre eux, ils seront encore surpris. Oh, rébellion, mais c'est comme ça que vous commencez. Ça leur donne la haine. Konaté navigué, comment il n'a pas fait? Ce jeune, il a lutté. Il a battu campagne pour Laurent Gbagbo. Il a lutté pour Laurent Gbagbo. Les parlements, ils prenaient des risques, s'il vous plaît. Pour aller parler dans les parlements, et ce sont des risques. Il a risqué sa vie. Il a été sur le terrain. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Les Soukoutres, mais vous les vilipendez, les Soukoutres, à vos yeux, non, ce sont des traites. Vous les traitez de n'importe quoi. Oh, c'est Soukoutres, appelé Serge Kofi. Mais ce sont des jeunes qui étaient du côté de Blé Goudé, qui ont milité pour Laurent Gbagbo. C'est ceux-là qui faisaient sortir la masse populaire. Ce n'était pas Laurent Gbagbo. Non, ce n'était pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ce n'était pas lui qui demandait au peuple de sortir. C'est Blé Goudé qui sort à la télé pour dire, même si tu es en train de manger, si tu es en train de faire l'amour, si tu es fatigué, mon frère, quitte là où tu es, car l'heure est grave, sors, prenez les rues. C'est Blé Goudé qui lançait ces mots d'ordre. Mais aujourd'hui, sa récompense, il les traite. Mais s'il était traite, est-ce qu'il allait sortir pendant les moments difficiles? Il allait sortir pour affronter les rebelles, il allait sortir pour affronter l'armée française, il allait vous demander de sortir parce que le pouvoir de Gbagbo est menacé. Il allait quitter en Angleterre pour aller soutenir Laurent Gbagbo, il allait faire des meetings, il allait battre campagne, il allait aller sur le plateau du RTI, de la RTI plutôt, pour affronter les KKB et les assauts Patrick, pour faire un débat télévisé. Blé Goudé, il faisait quoi? Il défendait Laurent Gbagbo. Et il avait pris le dessus, s'il vous plaît, sur le plateau. Il avait pris le dessus. Zasso était avec KKB. Blé Goudé Charles, lui, il était avec Mamadou Koulibaly, si je me rappelle bien. Il était Mamadou Koulibaly. Et ils ont mené le débat. Mais Blé Goudé a pris le dessus. Je ne sais pas si Blé Goudé était avec Mamadou Koulibaly ou bien Konaté navigué comme ça. Mais ils avaient pris le dessus. Ils faisaient quoi? Mais ils faisaient le travail de Gbagbo. Aujourd'hui, pour le remercier, c'est un traître. Il est comme ça. Mais comment les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent encore voir le FPI et puis ils vont s'engager? Qu'est-ce que Blé Goudé? Si Blé Goudé n'était pas là, Gbagbo tombait. Avant même en 2010, il chutait, son pouvoir tombait. Je vous le dis. Même vers la fin, les Damana Pika, ils étaient jaloux de Blé Goudé. Il dit, mais il est comment? Il est comment? Pourquoi c'est lui seul qui a une popularité? Parce que Blé Goudé a trouvé les Damana Pika, c'était des peureux. Ils étaient tous des peureux. L'heure était grave, personne ne sortait. Qui a vendu son corps? Et Blé Goudé, il ne laissait pas les jeunes sortir seuls. Il était devant les marches. Qui a fait ça parmi l'entourage de Laurent Gbagbo? Qui? Les vieux qui sont là et qui sont sortis? Non. Et tous ceux qui savent faire, ils sont dans les salons, sortez, et puis ils sont là, ils cachent leurs enfants. Blé Goudé a été le seul qui est sorti. Il fait sortir ses enfants. Il dit, pendant que vous mourrez, lui aussi va mourir, son enfant va mourir. C'est ça, on dit, un leader. C'est-à-dire, il ne vous laisse pas seul. Et il met son enfant au devant de la marche. C'est-à-dire, si les gens doivent mourir, lui et son enfant doivent partir. Au même titre que vous. Mais les trucs, Mamadou Koulibaly, les Afio Gessan, les Aboudrama Sanga, ils étaient où? Mais ils étaient dans leur salon en train de regarder film porno. Pendant ce temps, Blé Goudé militait sur le terrain avec les patriotes. Donc, si vous voulez parler des gens aussi, parlez aussi de Blé Goudé, parlez aussi des patriotes ivoiriens. Et arrêtez de nous agacer avec Laurent Gbagbo, Aboudrama Sanga. Ils ont fait quoi? Il a été un échec. La première rébellion a frappé. Pendant qu'Aboudrama Sangaré était le ministre des Affaires étrangères, s'il vous plaît. Il n'a pas été à la hauteur. Un ministre, quand on attaque ton pays et une rébellion sort de l'extérieur, c'est que toi, le ministre, tu n'es pas efficace, tu n'es pas bien enseigné, tu
tu es... Mais non, il blague les gens, je suis professeur, je suis truc, un magistrat. Vous regardez des gens comme ça. Un homme de droit. Et puis il ne connaît rien. On dit une rébellion se forme au Burkina. Aboudrama Sangara, il est là et puis il ne bouge pas. Au lieu d'aller là-bas, c'est ça. Lui, son truc, c'était quoi? Son rôle. On dit ministre des Affaires étrangères. En 2002, renseignez-vous, Aboudrama Sangara était ministre des Affaires étrangères. Boga Doudou était le ministre de trucs. Le ministre, si ce n'est pas le ministre de la Défense, il était ministre de l'Intérieur. Il était ministre de l'Intérieur. Boga Doudou était le ministre de l'Intérieur. Aboudrama Sangara était le ministre des Affaires étrangères. Mais il a fait un échec. Son échec a été grandiose. Il n'a même pas mené la diplomatie. Et ce sont ces genres de personnes-là. Non, c'est un grand homme politicien. Non. Aujourd'hui, si Ouattara, il apprend que dans un pays, il y a une rébellion qui se forme, automatiquement, son ministre des Affaires étrangères débarque là-bas. Et puis, il verrouille là-bas. C'est-à-dire, il va verrouiller, il va signer, il va parler avec les autorités du pays pour qu'ils verrouillent la rébellion. Et c'est comme ça. Sankara devrait faire. Mais non, comme il est naïf, c'est pas quelqu'un qui est intelligent. Il a laissé, les Ivoiriens sont morts. Il fallait bleu-bouder pour sauver le pouvoir de Gbagbo. Et c'est ce bleu-bouder vous vilipendez. Sankara, il est là, il fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fout en Côte d'Ivoire? Il fout quoi? Rien. Qu'est-ce qu'il fout? Vous pensez que la CPI, c'est votre tribunal de l'Afrique? Vous criez, oui. Les Blancs, ils sont devant. Hein. Tout ce que vous faites là, vos magouilles, ils n'ont rien à foutre. Ils ne regardent même pas. Non, Bensouda affaibli. Elle a affaibli. Depuis que vous chantez, elle a affaibli, elle a affaibli. Elle est sur le terrain. Elle ne relâche pas Laurent Gbagbo. Même liberté provisoire, vous n'êtes même pas capable d'obtenir ça de la part de Gbagbo. Et c'est vous qui avez la grande gueule matin, midi, soir. Qu'est-ce que vous foutez au juste? C'est vous qui avez la grande gueule. Laurent Gbagbo, Bensouda affaibli, il n'y a pas de preuves. C'est vous qui dites qu'il n'y a pas de preuves. Mais les gens, quand on dit le procès, il faut couper. Ils s'en vont à huis clos là. Vous savez ce qu'on donne là-bas. C'est vous qui voyez ce qu'ils donnent à huis clos là-bas. Mais ce sont des preuves qu'ils donnent. Pour ne pas que ces preuves, les gens puissent connaître ça, ils partent à huis clos. Toujours quand ils font les procès, vous ne voyez pas à huis clos. Huis clos, ce sont des preuves qu'ils donnent là-bas. Même pour condamner quelqu'un, on n'a pas besoin de tas de preuves. Il suffit d'avoir au moins 3 preuves qui confirment certaines choses. Les charges, et puis ça finit pour toi, on te condamne. Vous pensez que les Blancs, ils ne jouent pas? Ils ne jouent pas. Donc, Aboudrama Sangara qui vous promet, chaque année qui passe, Laurent Gbagbo ne va pas terminer l'année. Et vous criez, oh, Gbagbo, vous dites, il va sortir, vous dites, il va sortir. Mais quand je vois, je dis, mais les Africains, je comprends pourquoi on les appelle les singes. Je comprends pourquoi on nous appelle les singes et des merdes. Parce qu'il faut être un singe pour croire en ça. Il faut être une merde pour croire en ça et jubiler de joie. On te dit l'affaire très sérieuse. Et c'est vous qui êtes là. Crier de joie, jubiler de joie, pensant que vous avez gagné la bataille. Or, réellement, la bataille est dure sur le terrain, c'est mou. C'est mou. Vous n'arrivez même pas à gagner liberté provisoire du monsieur. Et c'est vous qui jubilez. Non, il va sortir avant la fin de l'année. Depuis 2015, Sangara vous promet la sortie de Laurent Gbagbo. La sortie. Nous sommes en 2018, mes frères. 3 ans qu'il vous promet. Et on a commencé 2018. Dans ce mois de janvier, les journaux bleus commencent à publier. Gbagbo va venir avant la fin de l'année 2018. Apprêtez-vous. Il va venir regouverner la Côte d'Ivoire. Il va venir devenir président. Les Damana Pika sont au Ghana en train de faire des déclarations. Depuis combien d'années ils font les déclarations au Ghana? Ça fait des années, ils sont là. Gbagbo va venir cette année, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Et vous avez l'espoir. Et mes frères, soyez sérieux. Et quand on vous parle, mais Nelson Mandela n'a pas duré. Nelson Mandela a fait 27 ans. Gbagbo il peut faire 27 ans. 27 ans, si on dit 27 ans, mais c'est son cadavre, ils vont amener en Côte d'Ivoire. Et même s'il meurt là-bas, ils ne vont pas donner son corps aux Ivoiriens. Ils vont l'enterrer là-bas parce qu'il n'a pas encore fini de faire sa prison. Et c'est comme ça. Tu meurs en prison, on t'enterre là où on enterre les prisonniers parce que tu n'as pas encore fini ta peine. Tu dois purger ta peine là. Même dans ta tombe, on va mettre une grosse chaîne sur ton truc. C'est comme ça. Donc arrêtez vos bêtises. On vous demande de faire la politique. Vous fuyez tout. Depuis que vous fuyez la politique là, qu'est-ce qui a changé? Rien. Ça fait combien d'années? 11.
En 18, ça fait 7 ans. 7 années, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, ils n'ont pas dit 7 semaines, ils n'ont pas dit 7 jours, ils n'ont pas dit 7 mois. On dit 7 ans. Rien. 2019 va arriver, ça va faire 8 ans. Rien. Et vous allez rester dans les promesses. Peuple ivoirien, réveille-toi. Ces vieux connards ne peuvent rien changer. Ils ne peuvent pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ces vieux n'ont rien dans leur tête. Ils pensent à leur passé. Ils mènent la politique du passé. Eux, ils pensent que nous sommes dans le passé. Nous sommes dans le présent. Le pays, le monde avance dans le futur. On doit avoir une vision. Eux, ils sont là à faire des flashbacks. Ils n'ont pas de vision. Ils sont là à réfléchir. Et notre passé, quand on bataillait, non, le monde a changé. Pendant ce temps, au moment où il était au Houphouët-Boigny, ce n'est pas une génération de Houphouët-Boigny qui est là. C'est une nouvelle génération. Les mentalités changent. Donc eux, ils ont des mentalités archaïques. Et ce sont eux, vous mettez au devant de la scène politique. Mais non, leur pays va beaucoup souffrir. Tant que ces vieux resteront là, et ils ne verront pas la réalité du terrain. Ils sont là, ils ne savent pas la réalité du terrain. C'est ça leur faiblesse. Si vous les voyez, ils sont là, ils tournent, ils font des déclarations. Mais ce ne sont pas des déclarations, ce sont des actes. Raison pour laquelle je dis, les membres du FPI, ce sont des théoriciens. Ils aiment la théorie. Mais il faut des pratiques dans la politique. C'est la pratique qui fait la politique. Il ne s'agit pas de tenir des discours. Mais il faut, sur le terrain, c'est sur le terrain, on voit le bon maçon. Qui s'est construit, ce n'est pas dans la gueule. Mais c'est sur le terrain, on voit le bon maçon. Un vrai politicien, il ne parle pas. Il envoie des jeunes sur le terrain qui parlent pour eux. Maintenant, eux, ils sont sur le terrain. Ils font des pratiques. Ils doivent pratiquer sur le terrain. Et ce sont les jeunes qui doivent parler pour eux. C'est ça les vrais politiciens. Mais ceux qui doivent poser des actes, ce sont eux qui parlent. Matin, midi, soir. Vous voyez Ouattara, il parle. Vous voyez Ouattara, il parle. Non, mais ce sont des gens qui parlent à son nom. Mais lui, il est sur le terrain, il fait. Mais vous qui devrez être sur le terrain, c'est vous qui parlez en longueur de journée. Mais qui va être sur le terrain? Et ceux qui doivent être ceux qui doivent parler, vous cherchez, vous utilisez tous les moyens pour les faire taire. Et c'est ça que vous appelez votre politique. Restez dans vos rêves. En 2020, vous allez être surpris. Parce que si vous restez dans vos âneries, ils vont condamner Gbagbo. Ils vont le condamner à vos yeux. Et vous allez pleurer. Quand on dit ça, tu es fou, mais c'est parce que vous ne savez pas les réalités du terrain. Il ne s'agit pas de dire je suis fou. Vous-même analysez. Laurent Gbagbo est dans la CPI, ça fait un bon moment. Je ne sais pas si c'est en 2011, ils l'ont envoyé ou bien en 2012. Liberté, sa mère est morte. Ils n'ont pas eu pitié de lui pour dire va au funérail, tu vas voir le corps de ta mère. Vous ne connaissez pas Blanc. Même si sa femme meurt, que ça soit son enfant, ils ne vont pas le laisser. C'est comme ça, Blanc. Et pendant ce temps, vous êtes dans les amusements, dans ces bébés, partout en Europe, en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est ça qui va libérer Gbagbo? Vous pensez cela? Et vous tchaquez sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de tchac. On vous demande de voir les réalités. Parce qu'ils vous laissent, vous partez, le rendre visite, ça ne suffit pas. Vous pouvez rester dans ça. Et mes frères, il reste 2 ans. Si vous ne faites pas quelque chose, ils vont le condamner en 2020, je vous le dis. Parce qu'ils sont déterminés. Par tous les moyens, ils sont prêts à tout faire pour le condamner. Sa femme a été condamnée. La preuve en est que sa femme a été condamnée en 2000, en Côte d'Ivoire. C'est... Déjà, ça devrait vous interpeller. Ils l'ont condamné à 20 ans de prison ferme. Ils ont dit qu'elle n'est pas coupable de tout, mais ils ont trouvé autre argument pour la condamner. La CPI aussi trouvera des arguments pour le condamner. Alors, ça devrait vous interpeller. Il faut être un stratège, il faut voir loin. Il ne s'agit pas de rester dans les émotions et le fanatisme. Sa femme a été condamnée en Côte d'Ivoire. Même Michel Gbagbo, qui n'est pas toujours la justice, on le fatigue. Ces pays, vous allez beau monter, couler, ils vont toujours trouver quelque chose pour condamner Laurent Gbagbo. Ils vont toujours faire quelque chose. Blanc, c'est comme ça. Et ils sont prêts à tout. Ils ont les moyens que vous. Ils ont tous les moyens. Si c'est pour fabriquer les preuves, ils sont forts là-dedans. Ils ont tous les experts du monde. Ça, c'est leur domaine, c'est leur spécialité. Ils peuvent monter n'importe quelle preuve et trouver des trucs, le condamner. Le condamner.
Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour pleurer. Non, ils l'ont condamné. Et puis ça fait quoi? Vous n'allez rien faire. C'est là que vous allez dire, ah, si on savait, n'a pas de que. Mes frères, je vous préviens. Je vous préviens, c'est comme ça que vous avez joué le pouvoir. Quand vous parlez, vous avez bouché ici. Vous pensiez que le pouvoir c'était de l'amusement. Vous vous êtes amusé jusqu'à quand vous êtes tombé. C'est là que vous avez dit, c'est la France. Mais vous saviez depuis le début que c'était la France qui était derrière. Mais on vous parlait. Même ils ont dit à Gbagbo, ne va pas aux élections. Oh, laissez-moi. On a fait un sondage. Le sondage dit, Laurent Gbagbo, il passe même au premier tour. Et Naki Baba s'en fait un sondage. Elle appelle quoi? Les experts français. Sachant bel et bien que ce sont les Français qui sont derrière. Elle appelle encore ces Français. Ce sont des mercenaires français. Appeler des experts pour faire le sondage. Et comment? Pour fasciner Laurent Gbagbo et son clan. Ils ont dit quoi? Gbagbo passe au premier tour. Parce que le sondage dit Gbagbo gagne dès le premier tour. Tous ceux qui étaient auprès de Gbagbo, mais je me demande, est-ce que ce sont des intellectuels même? Est-ce que ce sont des gens qui sont conscients que ceux qui sont derrière les gens et ceux qui viennent faire le sondage, ils sont des occidentaux? Mais quand on parle de la CIA, c'est quoi? Quand on parle de services secrets, c'est quoi chez vous? Est-ce que vous êtes intelligent, vous? Mais dans les services secrets, la CIA, mais il y a des experts, il y a même des juges, il y a même ceux même qu'on dit, ceux qui font les reportages, comme on appelle les ONG, au sein des ONG, même les diplomates, tous ceux-là, ils sont infiltrés. Ils sont infiltrés. Même parmi vous, dans votre gouvernement, ils peuvent utiliser des gens qui vont être les yeux. Même il y a des ministres qui sont impliqués, ils coopèrent avec la CIA, qui donnent toutes les informations du gouvernement aux autres États occidentaux ou bien américains. C'est ça la CIA. Donc c'est un truc à contrôler, c'est très difficile à contrôler, c'est très dur. Ils envoient des experts pour faire des sondages et vous les croyez bêtement. Parce que tout cela, ils vous ont dit, ils sont de votre côté. Laurent Gbagbo, il s'entoure de Maître Vergès et mais vous ne savez pas que c'est ça la vie. Vous combattez un système et vous prenez des gens qui viennent de même truc au pays que ces gens-là. Mais ils peuvent vous faire croire qu'ils sont avec vous. Oh, ce sont des espions. Comment les Russes ont acquis la bombe atomique? L'histoire de la bombe atomique russe. Mais c'est un Allemand des experts, des scientifiques allemands, qui ils ont pris, les Américains ont pris. C'est eux qui ont fait la bombe atomique. L'Amérique a eu ça premièrement. C'est un scientifique allemand qui s'est révolté, il a dit non. Les Américains ont ça, lui, il doit coopérer avec l'État russe, l'URSS, pour donner aussi les données de la bombe atomique aux Russes. Et il a tout fait, il a volé. Mais les Américains faisaient tellement confiance à ce monsieur. Il les a promis. Il était innocent. Tu le regardais son reportage. Il était innocent. Et puis même, quand il est devant les Américains, il parle mal des Russes. Il parlait mal d'eux. Il les insultait. Or, en réalité, c'est leur pion. C'était leur vrai pion. Mais il faisait de telle sorte que pour ne pas qu'on le soupçonne. Il faisait tout. Et les Américains, ils étaient contents. Parce qu'ils voyaient quelqu'un qui est anti-russe. Mais en réalité, c'est un pro-russe. Et il a volé les données, il a donné ça aux Russes. D'ici, les Américains vont s'en rendre compte, les Russes ont fabriqué leur bombe atomique. Il y avait maintenant le crime de force. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Ça a eu lieu. C'est comme ça a eu lieu. Donc, ils envoient des experts en qui vous croyez bête. Moi, si je suis très prudent. Moi, compris, je suis très prudent. Quelqu'un qui fait truc, je te regarde bien, je dis, lui là, il n'est pas sérieux. Peut-être les gens vont dire c'est jalousie, mais ce n'est pas histoire de jalousie. Il faut être prudent dans la vie. Et ils vous ont amené aux élections bêtement. Premier tour, vous n'avez pas gagné. Ça vous a surpris. Ça a surpris le goût. Mais il avait déjà une corde dans son cou. C'était foutu. C'est là, je sais que beaucoup ont regretté autour de Laurent Gbagbo. Ils ont su que non, c'était un piège. Parce que le premier tour, il n'a pas pris la victoire dans la main des autres. Mais il faut être bête animal pour croire que le premier tour, Laurent Gbagbo va gagner. Sachant bien qu'il y a un grand parti politique, le PDCI. Et le RDR, sachant bien que ces deux partis politiques t'ont combattu pendant longtemps. Et tu penses que le premier tour, tu vas gagner les élections en Côte d'Ivoire. Mais il devrait aussi calculer que si jamais le pays n'est pas aux élections et qu'il fait un échec le premier tour, le deuxième tour, il va tomber parce que
Ce n'est pas loin de voir une coalition RDR, PDCI. Il devrait avoir cette mentalité. Parce qu'ils savaient que depuis le début, ces deux partis étaient dans les rébellions. Même les négociations qu'ils ont faites sur le plan international, ce sont ces deux partis qui ont changé les différents noms des rebelles, qui ont dit ils n'ont qu'à les appeler Force Nouvelle. Que non, le nom rebelle ne les plaisait pas. Mais ils n'ont pas. Et puis ça, là, vous allez les appeler des experts. Et c'est ça, là, vous mettez devant une lutte. Non, ce sont les gardiens du temps. Afio, Tricos, Aboudlement Sangaré, les Damanats. C'est ça, là, vous appelez des combattants. Mais ce sont des ignares, des vrais ignares. Moi, je ne les. Ça, là, non. Non, si c'est ça là, la Corée du Nord avait il y a longtemps, ils ont fait tomber l'État coréen, nord-coréen. Ceux-là, si c'est eux qui étaient en Corée du Nord, il y a longtemps, leur régime était très comme parfait. Mais ils étaient même pas intelligents un peu. Des navrés, des naïfs. Et ils ont écarté ceux qui pouvaient leur apporter l'intelligence. Aujourd'hui encore, on vous dit la vérité, vous ne voulez pas ouvrir vos gros yeux et vos oreilles. Vous êtes dans le fanatisme. Babo va sortir, Babo. C'est comme ça que vous avez joué à votre pouvoir. Vous avez chuté. C'est là que vous avez pris conscience que non, on ne joue pas au pouvoir. Aujourd'hui, vous luttez pour Babo. On vous demande de mener les négociations avant 2020. Moi, c'est ce que je vous demande. Entamez les négociations avant 2020. Sinon, si vous êtes dans votre opposition de trucs, ils vont condamner Babo à vos yeux. Sa femme a été déjà condamnée, mes frères. Elle a été condamnée. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Ils vont condamner son mari. Vous n'allez rien faire. C'est pour crier. Et le FPI va mourir. Le FPI va mourir. C'est un parti qui va s'affaiblir. Ça va être le dernier parti politique de la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup de jeunes vont quitter le parti pour créer leur propre parti. En tout cas, moi, en 2019, je vais voir d'autres de mes amis. On va créer un parti. Et il y aura beaucoup de jeunes au sein du FPI qui vont avoir cette idée. Parce que si vous ne voulez pas évoluer, des gens, ils veulent faire avancer leur pays. Et vous, si vous ne voulez pas faire avancer la Côte d'Ivoire, et que vous préférez rester immobile, non, mobile, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Donc, il sera condamné, il n'a qu'à mettre Bailly, je te le dis, il sera condamné, il n'a qu'à rester là. Il sera condamné. Je vous le dis aujourd'hui. Si vous ne faites rien, ils vont condamner Laurent Gbagbo et vous n'allez rien faire. Pendant la guerre, vous n'avez rien foutu. Ils vont le condamner devant vous et vous n'allez rien faire. Qu'est-ce que vous allez faire? France-Afrique, et puis c'est fini. Vous n'avez même pas l'arme nucléaire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour faire peur aux Français? Vous sortez, ils vous matent. Et puis c'est fini. Vous sortez là, ils vont vous mater. Ils nous tuent. Et puis rien ne peut les condamner parce que où on condamne les gens, c'est-à-dire où on prend les décisions pour dire embargo, c'est eux. Ils ont leur droit de veto. Donc au sein de l'ONU, personne ne va voter une loi pour mettre embargo sur la France. Parce que si on veut mettre embargo sur eux, ils vont mettre leur droit de veto. Et puis c'est fini, c'est verrouillé. Et vous allez mourir cadeau. Où on dit Amnesty International, l'ONU, tout, c'est eux qui commandent là-bas. Les Français, ils ont leur droit de veto. Ce sont les grandes puissances qui commandent là-bas au sein de l'ONU. Donc, ils vont mater les Ivoiriens. Vous qui allez vous révolter, ils vont vous mater. Et il n'y aura rien, aucune justice ne va les poursuivre. Vous avez vu, Libye, ils les ont poursuivis. Ce qui se passe au Moyen-Orient, on les poursuit. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on les a poursuivis. Ça devrait vous donner une leçon de morale. Ça devrait vous interpeller. Moi, je suis toujours direct. Je préfère vous dire la vérité. À quoi ça, dans ces temps-ci, quand je sors et je frappe pour les membres du FPI, on dit, oh, tu es traître, tu es mauvais, tu parles mal. Mais je vous dis, c'est la vérité, je vous dis. Parce que vous dormez trop. Vous pensez que nous sommes dans un monde de comédie. Ce monde n'est pas la comédie. Tu n'es pas fort, on te piétine. Si tu ne veux pas qu'on te piétine, alors sois fort. Et pour être fort, c'est dans le travail. Ce n'est pas dans les danses. L'Africain ne sera jamais respecté. En plus forte raison, il est négro. Et quand vous voyez les déclarations des grandes puissances, la première puissance du monde, son président dit que les pays africains sont des merdes. H&M, qui a une marque en soi-disant américaine, dit que les Africains sont des singes. Mais attends, vous pensez que quoi? Et ils ont, dans leur main, ils ont un Africain qu'ils accusent de crimes contre l'humanité. Mais vous, c'est ceux-là qui dirigent le monde.
Donc vous devrez voir que la vie de Gbagbo même est en danger. Parce que ceux même qui vous traitent de singes, animaux, là, c'est eux qui tiennent Gbagbo. En candidat Donald Trump, vous avez fait quoi, Trump? Vous avez fait quoi à Trump? Rien. Rien. Parce que vous n'êtes pas puissant. Il est puissant. Son pays est puissant. Garde un président africain qui va dire l'Amérique est une merde. Il ne va même pas faire, il va pas faire 48 heures au pouvoir et puis ils vont le tuer. Parce que son pays est faible. Donc Laurent Gbagbo, s'ils veulent le condamner, ils vont le condamner à vos yeux. Vous n'allez rien faire. Voilà, c'est clair. Tu continues, je vais te suivre. Même si ta page te dit ton piraté. Continue ainsi. Nous sommes polis pas d'un jeu, mais on va les dire. Donc vous comprenez maintenant. Vous comprenez. Moi, ce que j'ai à dire, entamer les négociations avec Ouattara. Les égos là, laissons ça de côté. Chacun a son ego. D'autres me diront que est-ce que pendant la rébellion, Laurent Gbagbo n'avait pas nommé Soro Diop comme ministre, il ne les a pas amnistiés. Il ne les a pas graciés. Oui, je comprends. Chaque être humain a son cœur. Il y a d'autres, quand ils gagnent problème, ils ne laissent pas ça tomber facilement. Et il y a d'autres, ils ne gardent pas leur cœur. C'est-à-dire, tu vas faire quelque chose, ils vont parler sur toi et puis c'est fini. Eux, leur rancune là, tu leur fais, ils vont te dire la vérité sur place et puis ils n'ont plus rien dans leur cœur. Tout est effacé, c'est fini, ils laissent tomber. Il y a d'autres, tu leur fais quelque chose, ça y est dans leur cœur. Ils n'oublient jamais ça. Et ils cherchent à te faire du mal, même à t'assassiner. Il y a des gens comme ça. Nous sommes des humains et chacun a ses raisons, chacun a sa manière de vivre. Donc, parce que Gbagbo a fait ça, vous voulez que Ouattara fasse cela par tous les moyens. Non, Ouattara est un humain, il a ses caractères. Mais c'est ça, un humain. Quels sont tes caractères et tes qualités? C'est ça. Chacun a ses caractères et ses qualités. Chaque être humain. Donc, parce que Gbagbo a accepté de nommer Soro Diop comme Premier ministre, il a gracié tous les rebelles. Que vous pensez que Ouattara il va le faire? Non, Ouattara a son cœur. Donc vous devez comprendre cela. On n'a pas besoin d'être sorcier. Même le plus gros villageois, il peut savoir cela quand même. Vous êtes des intellectuels. Quand on vous met sur ce chemin, non. Pourquoi, au temps de Gbagbo, pourquoi vous pouvez comparer toujours? Pourquoi ces comparaisons? Sachant bel et bien que l'autre est un être humain, chacun a son nom. L'autre s'appelle Koudou Gbagbo, l'autre s'appelle Alassane Ouattara. Ils n'ont pas déjà les mêmes noms, ils n'ont pas les mêmes parents, ils n'ont pas grandi dans les mêmes endroits. Et vous voulez toujours qu'ils aient les mêmes visions? Est-ce que chaque président, quand il vient au pouvoir, il n'a pas sa vision politique? Chacun a ses promesses. Est-ce qu'ils battent campagne de la même manière? Est-ce que ce sont les mêmes promesses qu'ils ont vis-à-vis du peuple? Chacun a sa vision. Donc il ne peut pas avoir les mêmes visions. Ouattara a ses visions, Gbagbo a ses visions. Gbagbo a son comportement, Ouattara a son comportement. Gbagbo a ses sentiments, Ouattara a ses sentiments. Gbagbo a ses caractères, Ouattara a ses caractères. Gbagbo a ses qualités, Ouattara a ses qualités. Donc vous ne pouvez pas dire pourquoi Gbagbo a gracié les autres et Ouattara ne veut pas le faire. Mais non, mes frères, arrêtez. Ça, ce sont les enfants qui doivent se comporter comme ça. Et vous devez les expliquer pourquoi. Vous êtes mieux placés. Maintenant, c'est vous qui refusez. Je n'arrive pas à comprendre. C'est ça, je dis, mais il y a des gens au sein du pays qui ne raisonnent pas. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur pouvoir. Les a échappés. Aujourd'hui encore, vous voulez faire ça. Cette comparaison, je pense que quand vous allez quitter devant cette vidéo, quand vous allez finir de visionner cette vidéo, vous allez prendre conscience. Chacun va en tirer une leçon de morale. Guégué, je suis désolé, je t'ai attaqué. Fin de ton message. C'est là que j'ai compris ce que tu voulais dire. Non, de rien. De rien. Donc, vous comprenez, moi, c'est ma vision. Aujourd'hui, si vous attamez, regardez toutes les nations du monde. Quand on perd une guerre, on se rallie. On se rallie. Ou bien, on commence à négocier. C'est comme ça. Si on dit les membres du, c'est-à-dire le pays a perdu la guerre de la Côte d'Ivoire, a perdu la guerre de la Côte d'Ivoire.
Ils vont dire non, ce sont les Européens. Sans les Européens, ils allaient faire quoi? Ok, ce sont les Européens. Sans les Européens, ils n'allaient rien faire. Mais qui a perdu à la fin? C'est le FPI qui a perdu. Voilà le mot de fin. Qui a perdu la guerre? Qui a pris le dessus? C'est Ouattara. Non, est-ce que sans la France, sans truc, l'ONU, oui, sans la France, sans l'ONU, ils ne pouvaient rien faire. Mais qui a gagné? Ouattara a gagné la guerre. Et quand on te gagne, tu fais quoi? Tu te rallies. Dans toutes les guerres du monde, il y a eu toujours des alliés. Même l'Amérique, qui est la première puissance du monde, avant d'aller en guerre, a besoin toujours des alliés. Parce qu'on ne sait jamais. Celui que tu sous-estimes là, il peut te surprendre. Donc l'Amérique, même Corée du Nord, l'Amérique a toujours besoin des trucs, des alliés. L'Amérique ne peut pas déclencher une guerre elle seule avec la Corée du Nord. Raison pour laquelle elle passe par le Japon et la Corée du Sud pour mettre pression sur la Corée du Nord. Aussi, elle passe par la Chine. Parce qu'elle sait que déclencher une guerre avec la Corée du Nord, c'est pas bon aussi. Même s'ils doivent gagner la guerre, mais ça va saigner. Ça va saigner. Ils vont perdre des millions de soldats. Ils vont perdre leur matériel. Et même peut-être ça va les affaiblir. Ils ne vont plus être la première puissance du monde. Si jamais ils partaient en guerre seuls avec la Corée du Nord, contre la Corée du Nord, ça va diminuer leurs arsenals militaires et ils ne vont plus être sur le premier plan mondial. Ça va les affaiblir. Effectifs. C'est-à-dire les personnels militaires, ils vont réduire ça. Les matériels, les navires de guerre, la Corée du Nord va détruire d'autres. Les avions et tout ça. Donc, ils sont conscients, ils ont besoin des alliés. Vous, les membres du FPI, vous savez que dans la guerre, toujours il faut avoir des alliés, mais vous n'aviez pas eu des alliés. Ouattara a tout fait pour avoir des alliés. Et ces alliés étaient les grandes puissances. Ils l'ont aidé, il a pris le dessus, il a gagné le FPI. Maintenant, les membres du FPI sont en prison. Leur leader est dans une prison internationale. Bon, dans une cour internationale, mais moi j'appelle ça prison. Du coup, où tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller te balader, voir ta famille, tu es déjà en prison. Donc, il est dans une prison internationale. Maintenant, vous qui devrez faire la diplomatie pour le libérer, vous ne voulez pas négocier. Vous dites on combat l'impérialisme. Vous n'êtes pas les premiers qui ont commencé cette lutte, mais cette lutte n'a jamais eu gain de cause. Parce que tous les autres qui ont commencé, ils se sont comportés de la manière dont vous vous comportez. Raison pour laquelle ils n'ont jamais eu gain de cause. Le panafricanisme n'a pas commencé sous Gbagbo. Le panafricanisme date bel et bien de longtemps. C'est un mouvement venant de l'Amérique du Nord, où les Noirs étaient maltraités. C'était une coalition des Noirs contre les Blancs. C'est là le mot panafricain est sorti. Et les anciens militants de l'Afrique qui voulaient rompre avec les Européens ont repris ce mouvement. Mais les Européens ont pris toujours le dessus parce qu'ils se sont comportés comme les membres du FPI. Les Kwame Nkrumah ont pris ce mouvement. Ils sont du panafricanisme. L'Afrique unie. Ils se sont comportés comme les membres du FPI. Kwame Nkrumah, il est où? Il a été assassiné. Il n'est pas arrivé au bout de ses idées. Kadhafi a repris ça. Il est où? Il a été bombardé, humilié, tué. Parce qu'il s'est comporté comme Gbagbo. Et ils se sont comportés comme les membres du FPI. Thomas Sankara a commencé le panafricanisme. Il est où? Il est mort. Ils l'ont abattu froidement. Lui, celui du Congo, c'est pas Mobutu, c'est l'autre. Lui qui avait un truc ici là. Il a commencé aussi le panafricanisme. Ils l'ont assassiné parce qu'il s'est comporté comme les membres du FPI. Et cela devrait vous servir de leçon. Montrer les nerfs, c'est ça qui a fait, ils les ont tués. Ils les ont humiliés, ils se sont éteints aujourd'hui. On ne parle plus d'eux. Le FPI veut montrer les nerfs. On montre les nerfs lorsqu'on fait confiance en son armée. On montre les nerfs lorsqu'on sait qu'on peut se défendre. Mais si on sait qu'on n'a pas une bonne armée, si on sait qu'on ne peut pas se défendre, on utilise les idées. Et on utilise des coins cachés pour développer des armes qui vont nous permettre de nous développer, de nous défendre. Et là, maintenant, on peut montrer les muscles.
Si le pays voulait réellement lutter contre la France-Afrique, vous savez, on dit qu'il y a des satellites, des radars, je comprends. Mais souvent, les forêts empêchent une bonne vision des radars. Et donc, en Côte d'Ivoire, c'est un pays forestier, beaucoup. Même s'il y a la savane, s'il y a un truc, s'il y a autre chose, mais il y a beaucoup de forêts. On pouvait recruter, c'est-à-dire pour avoir gain de cause en Afrique, là, pour chasser les Européens, ce n'est pas de la manière que vous faites. Parce que comme ça, c'est-à-dire les anciens ont fait ça, ils ont échoué. Vous-même, vous avez commencé, ils vous ont chassé du pouvoir. Et vous continuez là-dedans. Moi, tout ce que je peux vous dire, vous Africains, vous qui m'assistez aujourd'hui, vous qui regardez ma vidéo aujourd'hui, le noir doit comprendre une chose. Pour se faire respecter dans le monde, pour avoir des contrats de partage d'égal à égal, on doit être fort militairement. C'est ça la solution. La Corée du Nord a compris cela. L'Iran a compris cela. L'Inde a compris cela. Israël a compris cela. Le Pakistan a compris cela. La Chine a compris cela. La Russie, la France et l'Amérique. Aujourd'hui, nul ne peut aller les attaquer comme ça. Vous pensez que l'Iran, si l'Iran n'était pas fort militairement, de la manière ils ont commencé, Trump dit oui, c'est un dictateur, le pouvoir doit changer. Il y a longtemps, ils les ont attaqués. Mais ils savent qu'attaquer l'Iran, ce n'est pas si facile. Ils vont aussi souffrir. Même s'ils n'ont pas l'arme nucléaire, ils ont des missiles capables de se défendre. Ils ont des missiles d'abattre des avions militaires américains. Ils ont des missiles de détruire des navires américains étant même sur la mer. Ils ont des missiles, même en dehors de leurs frontières, détruire des troupes américaines et même européennes sur un autre territoire qui n'appartient même pas à l'Iran. Donc ils sont capables de se défendre avec des missiles. Ils sont capables même de lancer des missiles et frapper le territoire israélien. Vous comprenez? Même si ce n'est pas l'arme nucléaire, ça fait des dégâts. Donc ils sont conscients. Ils ne peuvent pas aller les attaquer comme ça. Les Américains sont conscients que la Corée du Nord est dotée de missiles capables de frapper sur n'importe quel territoire américain, s'il vous plaît. Même si ce n'est pas la bombe atomique. S'ils visent le truc comme la Maison Blanche, ils peuvent même détruire la Maison Blanche. C'est une humiliation. Ils peuvent même frapper des tours américaines. Et quand ça pénètre dans une tour, ça peut causer même la mort de 3000 personnes en une journée, 4000, voire même 10 000, 15 000. Et ils sont conscients de ça. Ça peut détruire même certains armements. Frapper leur site militaire, leur base militaire depuis le territoire coréen. Et ils sont conscients. Ils ne peuvent pas aller attaquer la Corée du Nord. Parce que c'est la mort. Soit ça déclenche une guerre mondiale, ou soit, c'est ça. Ils sont conscients, ils ne peuvent pas aller attaquer. Pourquoi les Américains les Africains ne sont pas respectés? C'est l'arme nucléaire. Imaginez tous les États qui ont leur bombe nucléaire, ils sont respectés. Leurs ressortissants, on ne les piétine pas. On ne les traite pas de singes. On ne les traite pas de merde. On les respecte. Aucun État ne peut traiter l'Israël de merde, la Russie de merde, la France de merde, l'Inde de merde, Pakistan de merde, Amérique de merde, Allemagne de merde, l'Angleterre de merde. Jamais. Même la Corée du Nord, ils sont là à se faire, mais ils ne peuvent pas dire ils sont des merdes. C'est un sous-peuple. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'il y a un respect. L'Africain sera maltraité partout dans le monde et sa dignité sera bafouée tous les jours tant que l'Africain ne comprendra jamais que c'est avec l'arme nucléaire dans le monde il y a l'équilibre des forces et que l'Afrique pourra se développer. L'Africain a tous les droits. Il y a des... Pourquoi ne pas... Vous pouvez même envoyer des mercenaires en Corée du Nord. Voilà un pays que tout le monde déteste. Pourquoi ne pas aller... Vous pouvez envoyer des gens... Pourquoi pas? Les États africains, ils ont des moyens, ils ont des milliards dans leur compte. Pourquoi ne pas envoyer des mercenaires? Parce que le gouvernement nord-coréen a besoin d'argent. A besoin d'argent. Ils ont mis embargo sur eux jusqu'à eux-mêmes. Ils ont besoin des gens pour travailler, pour leur donner, pour leur venir en aide. Et donc, si les différents dirigeants africains, ils quittent en Afrique,
Ils envoient des mercenaires, des jeunes brillants, des diplomates. Ils se croisent à huis clos, voilà, dans bouche-oreille, ils les envoient en mission en Corée du Nord. Et une fois là-bas, ils font comme s'ils vont en Chine. De la Chine, maintenant, ils font des documents pour rentrer en Corée du Nord. Et voient le gouvernement pour dire, notre État a besoin des experts pour développer leurs arsenals militaires. Et ils vont signer des contrats là-bas. Ils ne quittent pas le pays africain directement en Corée du Nord, non. Ils vont aller en Chine, de la Chine. Ils vont peut-être, même si c'est pour passer 5 mois, pour bien se préparer, s'organiser bien, ils n'ont qu'à prendre tout le temps. Ils sont en mission. Ils sont en mission et donc ils doivent respecter bien pour ne pas qu'on sache que non, ils vont là-bas pour une mission d'un pays africain ou bien pour une mission pour les pays africains. Et ils vont prendre des gens, des techniciens, des scientifiques nord-coréens. Et ils vont aller en brousse quelque part, dans un champ. En Afrique, il y a beaucoup de champs, il y a des forêts. Ils peuvent aller au milieu d'une forêt, une zone où l'étranger n'a pas accès. L'étranger ne peut pas aller là-bas. Et ceux qui travaillent là-bas, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils ne peuvent pas voir leur famille. Ils peuvent pas, et c'est comme ça que les Américains font, pour ne pas qu'un secret sorte du site là où les gens travaillent. Ils n'ont pas droit à un portable. Les femmes ne doivent pas venir là-bas. Tu dis à ta femme, je pars en vacances. Je ne serai pas là pendant 2 ans. Mais, par contre, ils peuvent croiser leurs femmes, ils peuvent faire un endroit où les femmes des gens peuvent venir pour se croiser. Mais, ils n'ont pas le droit de livrer les secrets à leurs femmes. Quiconque on livre un secret à la femme, on tue la personne, on tue la femme. On met ça dans leurs oreilles. Elle ne peut pas avoir le courage d'aller raconter des bobas, ce qu'ils font sur le site, à la femme. Et c'est comme ça les mercenaires, ce sont les mercenaires, les Coréens, eux, ils ont reçu les mercenaires pakistanais, les mercenaires iraniens, les mercenaires russes, les mercenaires chinois, qui les ont aidés. Et aujourd'hui, ils sont puissants. Ils ont appris maintenant, eux-mêmes, ils font maintenant pour eux, parce qu'ils ont appris. Pourquoi les Africains ne pensent pas à ça? Et toujours ils sont dans les rues. On veut lutter contre la France-Afrique, mais tu ne peux pas lutter contre la France-Afrique si militairement parlant, toi-même tu ne montes pas. C'est-à-dire ton armée est surveillée par les Européens. C'est eux qui te vendent les armes. Et puis tu veux faire quoi? Tu veux les chasser? Tu veux les chasser. Mais ils vont toujours t'avoir. Comment ça? C'est-à-dire si tu les chasses, eux ils vont former une rébellion pour t'attaquer. Et quand tu seras en difficulté, ils vont dire, est-ce que tu veux qu'on t'aide? Tu vas dire, venez, parce que ton pouvoir est menacé. Ton pouvoir est menacé, tu vas toujours les appeler. Ils vont encore revenir, installer les bases. Et voilà. Mais si tu as une armée forte, ils savent que s'ils partent, aucune rébellion ne peut pénétrer ton pays. Parce que ton armée est forte. Et tu vas mater n'importe quel rebelle qui va oser attaquer ton pays. N'importe quel pays qui va oser attaquer ton pays, tu vas riposter violemment. Donc, ils sont au courant. En Corée du Nord, ils ne peuvent pas faire une rébellion pour dire qu'ils vont attaquer les Nord-Coréens. Les rebelles seront neutralisés immédiatement. Ils le savent. Ils le savent. En Iran, ils ne peuvent pas faire une rébellion pour dire qu'ils vont attaquer l'Iran. Cette rébellion sera matée automatiquement. Et c'est comme ça. Pourquoi les Africains ne veulent pas faire ça? Allez-y, prendre des mercenaires. Il y a des gens qui connaissent l'arme nucléaire, la technologie, qui sont maintenant à la retraite. Pourquoi ne pas recruter ces gens-là? Et c'est comme ça, d'autres États, ils se sont dotés de l'arme nucléaire en cachette. D'ici, ils vont se rendre compte, vous avez déjà développé certaines armes. Quand ils vont voir ça, on vous condamne, on s'en fout. Nous, pays africains, on doit traiter entre nous. Et puis c'est fini. C'est fini. Ils vont dire oui, embargo, parce que s'ils savent que vous avez déjà des armes, ils ne peuvent plus vous attaquer. Ils vont menacer. Ils menacent, vous ripostez. Vous menacez aussi. Et puis ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas attaquer. Ce sont les menaces seulement. Mais ils ne peuvent pas oser parce qu'ils savent que vous avez déjà les armes. C'est comme ça. Les gens, ils ont eu leur autonomie, leur indépendance. C'est comme ça. Quand ils voient que tu es armé, tu demandes à l'armée française de partir. Parce que là, ils ne peuvent plus dire, ils ne partent pas. Parce qu'ils vont refuser toute confrontation avec quoi. Voilà. Parce que ton armée est dotée des armes stratégiques, des armes puissantes. La France ne peut pas faire corps à corps. Parce que faire ça, c'est déclencher une guerre mondiale. Et ils sont au courant. Ils ne peuvent pas. Automatiquement, ils vont prendre leur bagage pour partir. Et c'est comme ça. Tant que le noir ne comprendra jamais que c'est avec l'arme nucléaire, le négro sera respecté. Non.
Quand écoute ce fils d'Afrique, il a l'air d'un drôle. Je rigole pas. Un gay sans ressaisir. Soldat, tu dois quitter dans les rangs des soldats. On va te donner le gage. Donc, vous comprenez, c'est ça. C'est ce que j'aimerais suggérer aux membres du FPI. Pour lutter contre la France, cherchez plutôt une politique qui va consister à développer une technologie en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas coopérer le gouvernement de Ouattara? Suggérer le gouvernement de Ouattara pour dire, est-ce qu'on peut faire... Vous pouvez le suggérer. Créer un truc vers la frontière du Libéria et la Côte d'Ivoire, dans une forêt là-bas. Vers Tabo, la forêt qui est là-bas, on peut faire quelque chose là-bas. Blanc, et puis on interdit aux Blancs d'arriver là-bas. Ils vont mettre un corridor. Aucun Blanc n'a le droit d'arriver là-bas. Aucun Blanc n'a le droit de traverser pour visiter le site. Et la zone aérienne, là, on bloque pour dire aucun appareil n'a le droit de survoler l'endroit. Il faut payer des armes anti-missiles. Les missiles anti-aériens. Les missiles aériens. Les anti-missiles. Je ne sais pas, des trucs. Je ne sais pas si c'est anti-missiles et tout ça. Il faut acheter pour verrouiller la zone. Et les travaux se font dans la forêt. Même le peuple même qui est là n'est pas au courant. On interdit la population qui est aux alentours. On leur dit de partir loin. On leur donne l'argent pour aller construire. Ou bien on construit des maisons ailleurs pour eux. Et donc même dans le village, on peut même prendre un village où on dit les villageois n'ont qu'à se déplacer. On leur donne de l'argent, on construit dans un autre endroit. Et on prend le village, on construit tout. La voie principale où les voitures même passent pour venir dans le village, on bloque la voie. Et on prend le village pour travailler. On fait un sous-sol et c'est dans le sous-sol. Tout se passe. Tout se passe dans le sous-sol. D'ici, les Américains, les Blancs vont s'en rendre compte. Non, ça a déjà évolué. Il y a déjà des armements pas possibles. Ils vont dire non, on va envoyer des gens pour contrôler. On dit non, on ne veut pas, on ne veut pas. On reste sur notre position. Pendant que les négociations se passent, les gens ils sont là, ils travaillent seulement. Ils développent des armes. Et vous retardez, quand il y a trop de pression, vous partez sur le plan diplomatique. Pendant qu'il y a des plans, il y a des gens qui travaillent. Et c'est comme ça petit à petit. D'ici, ils vont s'en rendre compte. Les armes sont déjà prêtes. Et c'est comme ça que tous les autres États ont fait. C'est pas, vous avez commencé tout de suite, c'est pas automatiquement les satellites prennent un truc et que ça rend compte, non. Les satellites ne s'en rendent pas compte automatiquement. Pourquoi ne pas signer des contrats? Même le Niger a l'uranium, le Congo a l'uranium. Signer des contrats, et puis vous volez un peu pour enrichir ça et fabriquer des armes. Pourquoi? Même le Mali, ils ont découvert ça là-bas. Voilà des choses que vous pouvez faire. Non, vraiment. Même la Corée du Nord, là, la Corée du Nord a ses matériels. Là. La Corée du Nord a ses matériels. Parce que si la Corée du Nord n'avait pas ça, où elle prend ses matériels pour développer ses armements nucléaires. La Corée du Nord, ça, vous pouvez payer ça. Entre-temps, l'État chinois, les Chinois, ils aiment business, c'est déjà, ils aiment trop business. Ils aiment trop business. Vous voyez des hommes d'affaires puissants chinois, vous allez traiter tout de suite. Ils aiment trop les affaires. Et ça, les marchandises vont quitter là-bas jusqu'à débarquer sur le territoire africain. Ni vu ni connu. Les aéroports, si vous savez que les marchandises doivent arriver, s'il y a des forces françaises, ce jour-là, eux, ils n'ont pas le droit de contrôler vos trucs. Non, 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 ils n'ont pas le droit de contrôler. C'est vous qui devez contrôler. Les choses viennent vous débarquer ça, là où il y a les trucs. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Arrêtez de crier dans les rues, Si c'est dans les rues, ils ne vont jamais nous respecter. Parce que vous ne voyez pas que depuis le panafricanisme a commencé, rien ne change. Même le franc CFA, on n'est même pas capable de changer ça. Le franc CFA, une simple monnaie, on n'est pas capable. Parce qu'on n'est pas armé. On ne les fait pas peur. On va beau crier, ils savent qu'il n'y a aucune oppression. Eux, ils ne voient pas. Quand on marche, ils nous traitent de singes. Ils voient des animaux qui sont dans les rues. Ils nous insultent, on ne peut rien faire. On n'est pas d'accord. On crie. Et puis, ça ne va nulle part. Parce qu'on ne les influence pas. On ne les intimide pas.
On ne les intime pas. Tu ne peux pas bloquer leurs biens en Côte d'Ivoire. La France ne peut pas foutre la main et puis tu vas mettre la main sur leurs biens. Non, un bon matin, ils vont débarquer là-bas, te mater et puis il n'y a rien. Mais la France ne peut pas se foutre de la Chine. Elle se fout de la Chine. La Chine met les biens français, met la main sur ça. Et la France ne peut pas avoir le culot de débarquer en Chine. Sinon, la France sera anéantie. Parce qu'elle sait de quoi est capable la Chine. Elle sait que la Chine a des armements puissants. Et la Chine est plus puissante que la France. Et donc, il y a un respect. Il y a un respect. Oh, un Africain ne peut pas. Tu peux bloquer un truc. Tu peux dire, bon, toi, Bolloré, contrat comme ça, je vais stopper les contrats qui nous lient. Non, il y a longtemps, ton pouvoir chuté parce que tu n'es pas puissant. Eux-mêmes, ils vont débarquer militairement, te traquer, limer tes soldats jusqu'à t'attraper dans ton bunker. Ou bien t'assassiner là-bas et puis il n'y a rien. Les Africains vont crier, on porte plainte et puis ça ne va nulle part. Qui va même suivre les dossiers? Parce qu'il n'y a pas d'influence. Or, si un État africain est doté de l'arme nucléaire, tous les Européens vont respecter les Africains. Parce que cet État va défendre les intérêts de tous les Africains. Pourquoi ils ont arraché la bombe atomique à l'Afrique du Sud? Pourquoi? Avant de libérer Nelson Mandela, l'Afrique, quand Nelson Mandela était en prison, l'Afrique du Sud était dotée de l'arme nucléaire. Mais avant sa libération, ça a été les conditions. C'est-à-dire, ce pays ne doit pas avoir une bombe atomique. Et la politique de Nelson Mandela doit changer vis-à-vis des Blancs d'abord, avant sa libération. Et il a accepté les conditions. Donc, avant sa sortie, ils ont pris l'arme nucléaire pour amener ça en Angleterre. Et ils ont changé sa mentalité. Quand il est sorti, il a divorcé avec sa femme parce que sa femme était trop anti-européenne. Mais quand Nelson Mandela est sorti, il a changé de vision automatiquement. Lui et sa femme n'avaient même plus les mêmes visions. Voilà leur séparation. Elle a préféré divorcer avec son homme parce que son homme a changé. Ils lui ont fait ça, lavage de cerveau. Avant ça, ils ont posé des conditions. Et donc l'Afrique du Sud a vu son armement nucléaire. Ils ont découvert, ils ont pris cet armement. Pourquoi? À cause d'un seul individu, les Sud-Africains ont livré leur pays. Aujourd'hui, ils souffrent. Ils sont en galère. Le pays est riche, mais les Noirs ne profitent pas. Parce qu'ils n'ont plus l'armement nucléaire. À cause de Nelson Mandela, ils ont tout vendu. Ils n'ont plus l'armement nucléaire. Donc, ils sont piétinés toujours par les Blancs, mais de façon stratégique. Vous voyez? Parce qu'ils avaient peur, si l'Afrique du Sud possédait l'arme nucléaire et qu'un Noir devient président, ce pays allait défendre les intérêts de tous les pays africains. Or, ils ne voulaient pas qu'un pays africain les mette les bâtons dans les roues. S'ils veulent intervenir, ils ont la liberté d'intervenir dans n'importe quel pays africain parce qu'il n'y a aucun pays africain qui est doté de l'armement nucléaire. Donc, ils ont toute la liberté. Or, si un pays africain est doté d'une arme nucléaire et qu'ils veulent intervenir dans un pays africain, ce pays qui est doté de l'armement nucléaire leur dit, je ne veux pas vous voir dans ce pays. Ne traversez pas un truc à la frontière. Donc, ça les bloque, ça les met les bâtons dans les roues. Ils ne pourront pas faire quelque chose. Et ça va être un blocage pour eux. Raison pour laquelle ils refusent. Pourquoi quand tu veux faire l'arme nucléaire, ils refusent? Ils savent. Là où le blanc se bat, il ne veut même pas. Si tu veux avoir quelque chose, et puis il lutte, il fait tout. Et il t'empêche d'avoir. Il sait que si tu as ça là, lui il est affaibli. Donc il ne veut même pas te laisser pour avoir. Mais toi tu fais comment? Il faut tout faire pour l'échapper. Et il faut éviter de parler de ça au téléphone. Parce que c'est dans ça qu'ils attrapent les gens souvent. Quand tu parles de ça au téléphone, les téléphones sont sous écoute. Donc, il faut éviter de parler de ça au téléphone. Quand vous êtes là, faire ces gens, ce n'est pas les satellites seulement, ils vous mentent. Ce sont les téléphones parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans, ils font des erreurs, ils appellent leurs amis pour parler de ça. Et donc, automatiquement, quand vous parlez de ça, ils sont au courant. Leurs services de renseignement sont au courant. Ils savent que vous faites quelque chose. Ils vont commencer à mener des enquêtes pour voir l'endroit où vous êtes là, faire la chose. Donc, évitez de parler au téléphone. Tous ceux qui travaillent sur le site doivent être privés de téléphone. Ils ne doivent pas sortir pour aller se balader parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans. Quand ils sortent, ils s'en vont se balader. Ils s'en vont dire à leurs amis. Oui, voici. Non. On doit leur donner des principes. Des principes. C'est-à-dire que tu sors de là. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire ça à ta famille. On te demande qu'est-ce que vous faites. On leur dit ce que chacun doit dire. Tu n'as pas le droit de dire on fabrique l'arme nucléaire là-bas. Non. Tu dis ça, on t'abat.
on abat ta famille. Quand ça est dans tes oreilles, là, tu es au courant. Tu sais que si tu fais l'erreur, tu as vendu la vie de toute ta famille. Même si toi, tu t'échappes, ta famille aura problème. Donc, tu es au courant. Donc, en aucun cas, tu vas faire une petite erreur de dire ces bêtises. Et pendant 10 ans, vous travaillez dans l'obscurité, ou bien 5 ans, 10 ans comme ça. D'ici, ils vont s'en rendre compte. Le pays est doté des vrais arsenals. Ils seront surpris. La peur change de camp. Maintenant, vous avez le droit maintenant de leur donner des ordres. On ne veut plus vous voir ici. Les accords, venez, on va renégocier tout. Ils pourront plus dire non, on ne veut pas. Vous dites si vous ne voulez pas. Bon, nous, on ne veut plus coopérer avec vous. On va nationaliser tout. On va changer de partenaire économique. Automatiquement, ils vont trembler. Ils vont dire bon, venez, on va renégocier. Parce que le plan militaire, c'est fini. Ils savent qui vous êtes. Donc, histoire de dire ils vont vous attaquer. Non, non, c'est fini. Cette hypothèse, c'est déjà écarté. Ils vont négocier avec vous. Et vous aurez la liberté de voir les anciens contrats. Bon, coopération côté militaire, on ne veut plus. Allez-y parce que militairement parlant, on peut s'occuper de nous-mêmes. Quitter ici. Et ce pays africain peut maintenant prêter main aux autres pays. S'il y a une rébellion là-bas, ce pays peut envoyer des armes pour aider les autres pays africains. Parce que ce pays est capable de produire des armes nécessaires. Voilà comment on peut faire. Mais tant qu'on dépendra toujours des Occidentaux, on n'a pas des armes, on ne peut pas. On ne peut pas. Tu ne peux pas dire que tu as l'argent et puis tu n'as pas de corps habillé. Mais ils vont te braquer toujours. Ils vont toujours te braquer pour t'arracher ton argent. Tu ne vas pas profiter. Pourquoi quand on a beaucoup d'argent, on a toujours des gardes de corps? C'est pour empêcher. Et mais des gardes de corps qui ne sont pas armés. Mais ils vont toujours te braquer. C'est comme un pays qui est riche, qui n'a pas d'armée. Mais l'étranger va toujours venir te braquer. Prends ta richesse pour partir avec ça. Voilà la vraie raison. Pourquoi l'Afrique n'avance pas? Et leur pays, quand les membres du pays sont dans les rues, ils montrent les nerfs. Moi, je me dis, mais ils sont là joués. Ils n'ont qu'à arrêter ça. La vraie lutte, là, c'est pas sur ce terrain. Négocier avec Ouattara. Libérer Gbagbo. Libérer les prisonniers. Et vous allez changer de politique. Vous allez vous asseoir pour tracer une nouvelle ligne politique. Négocier avec Ouattara, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une... Vous savez ce que vous visez. Vous négociez avec lui. Gbagbo est libre. Blé Goudé est libre. Les prisonniers sont libres. Vous partez dans une maison pour dire, bon, on a beaucoup souffert pour avoir ce gain de cause. On fait comment? On doit laisser l'ancienne politique. Le problème, c'est l'armée. Comment on doit faire pour bâtir une nouvelle armée? Les mutineries, ceci, cela, comment on doit faire pour revoir l'armée? Il faut coopérer avec le RATP. Convaincre des gens. Ensemble avoir une même vision. Envoyer des mercenaires en Corée du Nord, qui est un pays enfermé, que le monde entier déteste, qui a besoin aussi de lui, de l'argent. Vous partez là-bas. Vous recrutez des mercenaires nord-coréens. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas dire à d'autres pays de ne pas avoir l'arme nucléaire. Vous partez les recruter. Même si ce n'est pas bombe atomique. Mais ils peuvent vous permettre de fabriquer des vraies armes, des missiles à longue portée. Et si vous avez ces missiles-là d'abord, ça va faire peur à la France d'abord. Ça va d'abord faire peur à la France. Ils ne vont pas jouer sur ce terrain parce qu'ils savent que l'Iran n'a pas de bombe atomique, mais l'Iran fait peur aux Européens. L'Iran fait peur à Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé des armements. On n'a pas besoin de bombes atomiques seulement pour être un truc puissant. Il y a d'autres missiles qui rendent puissants. Et l'Africain doit se doter de ça. Et après, revoir côté truc bombe atomique. Donc, je vous aime. Je vous aime. Non, la crèche, je parle des richesses que l'Afrique a et on donne d'eau pour aller dans ces pays de glace. Chapeau. Merci à vous. Je vous aime. Je vais couper la vidéo ce soir. Vive la Côte d'Ivoire. Vive tous les Africains. Et pensons toujours au nucléaire. L'Afrique doit avoir son nucléaire. Pour se faire respecter, pour faire respecter la peau noire. Quand on aura ça, la peau noire aura du respect hors des frontières des pays africains. C'était mon intervention de ce soir. Ciao.